Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette discussion, plutôt que ce débat. Je pense qu'on peut parler de discussion sur le thème système éducatif et inégalité sociale. Quelles conditions pour une réelle mixité? Pour rappel, nous avons là un public en live, comme on dit, mais il est aussi possible de suivre cette rencontre sur les chaînes YouTube et Peertube des CMEA. Il est temps pour moi de présenter les invités. D'abord vous, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Donc vous avez été ministre de l'Éducation nationale entre 2014 et 2017, et la raison de cette invitation aujourd'hui que vous font les CMEA, c'est la sortie de ce livre, Le ghetto scolaire, hein, pour en finir avec le séparatisme, que vous avez coécrit avec le sociologue François Dubet. Vous faites également l'objet d'un grand entretien dans VEN, la revue des CMEA, donc c'est le numéro d'avril-juin 2024. On vous trouve donc voilà sur un grand entretien assez copieux dans lequel vous revenez sur ce que vous défendez dans ce livre et thématiques sur lesquelles on va revenir évidemment au cours de ce débat. Et puis donc pour discuter avec vous, Jean-Baptiste Cléricault, vous êtes directeur général des CMEA. Et comme on n'a pas tant de temps que ça, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et j'ai une question introductive pour chacun d'entre vous. Vous, Najat Vallaud-Belkacem, quelle était l'urgence à écrire ce livre? Pourquoi l'écrire maintenant, ce livre sur le ghetto scolaire, la question de la mixité à l'école? Et vous, Jean-Baptiste Cléricault, pourquoi ça a fait écho avec les préoccupations du CMA, des CMA? Pourquoi cette interview dans la revue et pourquoi cette invitation aujourd'hui finalement? Je commence. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être là. Merci de l'invitation. Pourquoi il y avait urgence à écrire ce livre? Tout simplement parce que je pense que quand on est honnête et sérieux et rigoureux et qu'on a eu la chance de passer par le ministère de l'Éducation, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on ne peut pas passer à côté de l'énorme sujet qui traverse notre système scolaire, qui explique beaucoup de ces difficultés, qui est l'absence de mixité sociale et scolaire entre les élèves, et donc des destins scolaires très différents d'un élève à l'autre, qui sont très, très, très directement, étroitement liés à la condition sociale de ces élèves, et qui, du coup, pose un certain nombre de questions en matière de politique publique. Comment on fait pour améliorer cette mixité sociale? Qu'est-ce qui pêche dans cette absence de mixité sociale? Quels effets ça a sur à la fois notre réussite académique globale, mais aussi sur notre cohésion nationale? Et en réalité, j'ai mis un peu de temps à l'écrire ce livre d'une certaine façon, puisque le ministère, pour moi, s'est arrêté en 2017. Donc, je crois que c'est l'illustration de ce que je ne l'ai pas écrit pour le plaisir d'écrire un livre en sortant du ministère, comme le font la plupart des ministres de l'Éducation, genre pour laisser sa patte ou défendre son bilan. C'était pas du tout le sujet pour moi. Le sujet, c'était vraiment de revenir sur ce qui me paraît être le sujet central, l'absence de mixité sociale, armé de toute une documentation scientifique dont on va parler dans un instant, qui s'est enrichie ces dernières années et qui finalement illustre ce qui était à l'époque mes intuitions, dans quel sens il faut aller, et il faut poursuivre les politiques publiques d'aujourd'hui. Alors, Jean-Baptiste Cléricault, donc qu'est-ce qui, chez vous, au CMA, a fait écho dans le livre de Najat Vallaud-Belkacem et François Dubet? Bien sûr, cette question de la mixité sociale, effectivement, comme vient de le dire Najat Vallaud-Belkacem, il y a cette idée qu'elle est essentielle dans l'école, mais pas que dans l'école. Si on regarde aussi l'histoire, par exemple, des accueils collectifs de mineurs avec hébergement, les séjours de vacances, on dit plus simplement les colos, si on regarde dans l'histoire, on est passé de colonies de vacances très mixtes, à l'époque où il y a 50-60 ans, où elles étaient organisées dans des grandes entreprises, où les enfants des ouvriers, des cadres, parfois même du patronat se côtoyaient et apprenaient à se connaître et à vivre ensemble. Et ça se transportait après dans l'école. Ça vivait dans l'école, ça se vivait aussi de temps en temps dans les quartiers en fonction de comment était organisée la société industrielle. Et aujourd'hui, quand on regarde très concrètement la sociologie des centres de vacances, on constate réellement qu'il y a des colonies de pauvres, avec des aides de l'État, etc., et des colonies de riches,
avec des vacances très diversifiées, des séjours linguistiques à l'étranger et cette mixité sociale. Non seulement elle ne se rencontre pas dans les collèges et dans les écoles, mais elle ne se rencontre plus également dans ces espaces de collectivité où on prend aussi du plaisir et on apprend à se côtoyer, puis on apprend aussi à découvrir des vocations. Et ça a un impact direct sur la manière dont les gens se perçoivent, dont les gens ont des représentations, des préjugés, des stéréotypes des autres catégories sociales auxquelles ils appartiennent, et indirectement, alors on pourrait faire des études, mais il y a des corrélations directes entre cette absence de mixité et certains votes extrêmes, certains replis identitaires, et c'est important, essentiel par rapport à la cohésion nationale dont tu parlais, qu'on remette vraiment en avant cette mixité, à la fois dans les collèges, dans les écoles, mais également dans tous les autres lieux de vie des enfants, le péri et l'extrascolaire. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, Jean-Baptiste. Est-ce que l'écriture de ce livre, elle s'inscrit pas aussi là-dedans, dans effectivement une montée de l'extrême droite de plus en plus préoccupante, présidentielle après présidentielle? Est-ce que vous aviez ça aussi en tête au moment d'écrire ce texte, de dire là, il y a urgence à réagir, à recréer de la cohésion, à faire que les gens se reparlent aussi et n'aient plus peur les uns des autres? Oui, je pense qu'il y a une chose qui est quand même notable, c'est que l'absence de mixité sociale à l'école, et donc c'est encore plus conforté par ce que vient de dire Jean-Baptiste, dans les autres lieux aussi, cette absence de mixité sociale, elle a pour effet que des générations entières ne se croisent plus, ne se familiarisent plus les unes avec les autres. Si on prend le système éducatif, malheureusement, ce qui est fait état dans ce livre, c'est vraiment d'un entre-soi en haut et d'une ghettoisation en bas, d'une certaine façon. Le premier provoquant évidemment le deuxième, hein, parce que l'entre-soi en haut, notamment dans les établissements privés ou dans un certain nombre d'établissements publics très huppés, déshabille le reste du système scolaire, de cette diversité sociale par le haut, et donc lui laisse le reste des élèves. Ces derniers ne se fréquentant plus, ne se familiarisant plus les uns avec les autres, entre eux s'installe au mieux une curiosité malsaine et au pire, évidemment, de l'hostilité et du ressentiment notamment s'agissant des élèves qui vivent dans des conditions pas terribles. Pour prendre un exemple récent de l'actualité, les élèves d'un certain nombre de lycées de Seine-Saint-Denis qui voient leur plafond dans leur établissement scolaire s'effondrer et des rats traverser les salles de classe sans que les pouvoirs publics bougent un petit doigt. Tous les jours, sur cet petit appareil, ils voient des images de ce à quoi ressemble la scolarité d'un lycéen d'Henri IV. Donc, en fait, ils ont conscience de tout ça. Tout ça crée du ressentiment. Donc, ça, c'est ce qui se passe chez les élèves qui sont, on va dire, en bas de l'échelle sociale. Ce qui se passe chez les élèves qui sont dans l'entre-soi du haut, c'est aussi un autre phénomène qui est une déconnexion totale de la société, en réalité, hein. Et ces élèves-là, qui vivent d'une certaine façon dans des bulles protégées, etc., généralement, ils accèdent à une forme d'élite quand ils sont adultes et ils exercent des responsabilités, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le politique. Et puis, ils en viennent, quand ils arrivent notamment dans la sphère politique, à tenir des propos s'adressant aux classes populaires. C'est le fameux « il n'y a qu'à traverser la rue », et puis tout ce pognon de dingue qu'on a mis sur les quartiers populaires, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont totalement déconnantes et qui sont insupportables à entendre pour les classes populaires et les gens qui savent que, au fond, leur destin n'était pas uniquement lié à leur mérite, leur goût de l'effort, etc., mais bien aux conditions sociales qui étaient les leurs. Et en même temps, dans le livre, vous dites bien que cette mixité sociale, elle a jamais réellement existé. Enfin, si je vous ai bien comprise, il y a quand même une sorte un peu de mythologie, quoi, une sorte d'âge d'or au cours duquel, effectivement, les classes sociales à l'école se seraient mélangées. Mais vous semblez dire que c'est quand même pas tout à fait vrai. Alors, ce qu'on dit avec François Dubé, et c'est l'occasion pour moi de citer vraiment mon co-auteur, donc le sociologue, historien de l'éducation François Dubé, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Ce qu'on dit, c'est que il faut toujours se méfier de cette nostalgie de l'âge d'or, dans le sens où, en effet, l'école dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps en disant,
la Troisième République, etc. La vérité, c'est que on nous parle d'une école qui, jusque dans les années 60, globalement, était extrêmement différenciée en fonction des conditions sociales qui étaient les vôtres. Longtemps, l'école s'est arrêtée pour les enfants d'ouvriers ou de milieux populaires à la fin du brevet du BEPC. Donc, il n'y avait pas véritablement de poursuite qui était réservée, le lycée, etc., les études supérieures étaient réservées aux enfants de la classe dirigeante, de l'élite, des cadres. Et donc, pendant cette période-là, en réalité, ça posait d'une certaine façon pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, puisque on pouvait malgré tout travailler, avoir accès à l'emploi, sans avoir nécessairement ce diplôme qui pesait si lourd comme il pèse aujourd'hui. À partir du moment où on est rentré dans une logique de massification sociale, de massification scolaire, pardon, de soi-disant démocratisation scolaire, collège unique, et puis tout ce qui s'en est ensuivi, 80% d'une classe d'âge au bac, etc. Les cartes ont été rebattues, c'est-à-dire que soudain, ce qui allait vraiment faire l'arbitre des élégances entre les élèves, c'était le diplôme qu'ils allaient obtenir. Sauf qu'on n'a jamais vraiment assuré que la réussite scolaire se démocratise, elle. Et donc, du coup, se sont créés ces chemins extrêmement distincts, encore une fois très déterminés socialement. Donc, c'est plutôt aux alentours des années 80-90 qu'on voit monter le sujet des établissements très pauvres, que d'ailleurs, même la réponse en termes d'éducation prioritaire, qui est évidemment bienvenue et qu'il faut soutenir, hein, mais même cette réponse vertueuse-là a, d'une certaine façon, accolé sur les établissements qui allaient bénéficier de l'éducation prioritaire une image d'établissement repoussoir aux yeux de certains parents. Et c'est à ce moment-là que on a assisté au grand jeu du contournement de la carte scolaire, de la fuite vers le privé, etc., avec un privé qui a joué aussi un jeu qui a évolué au fil du temps, c'est-à-dire que fut un temps où il y avait un effort de mixité sociale et scolaire dans le privé, mais force est de constater que ces dernières années, et singulièrement, franchement, ces 5-10 dernières années, il y a eu une évolution du secteur privé qui est allée vers une espèce d'identité faite d'entre-soi, c'est-à-dire que c'est une concurrence faite aux établissements publics, à l'adresse des parents plutôt bourgeois en leur disant mettez vos enfants chez nous, comme ça ils seront entre eux préservés des autres. Et c'est cette dynamique-là qui est extrêmement négative. Le chercheur Julien Grenet, par exemple, montre que les établissements privés ces dernières années ont pris 5 points d'indice de positionnement social, donc d'embourgeoisement sur ces 5 dernières années, c'est du jamais vu. Donc, en fait, la situation à laquelle on assiste d'absence de mixité sociale, à la fois, on a l'impression que il en a toujours été ainsi, et en même temps, pas tout à fait. Là, on est à un stade où c'est devenu extraordinairement problématique parce qu'il y a le discours d'un côté, puis il y a les faits qui le contredisent totalement. Alors, vous, Jean-Baptiste Cléric, c'est comme une double peine. Parce que du coup, on a des élèves qui sont scolarisés dans des établissements avec un indice de positionnement social très élevé, souvent dans le privé, qui offrent, en plus de l'instruction scolaire, une palette d'activités payantes, la plupart du temps, et qui permet à un moment donné de venir consolider des apprentissages scolaires et même des pratiques qui, du coup, il y a une forme d'aller-retour entre ce qui se passe en dehors de l'école et ce qui se passe dans l'école. Plusieurs travaux, notamment les travaux du Gérard Castellani, ont montré que ce qui se passe en dehors de l'école vient souvent favoriser la réussite scolaire. Et il y a un apprentissage scolaire est réellement acquis lorsqu'il est réinvesti de manière spontanée dans une pratique d'activité de loisir ou de manière spontanée lors de la rédaction d'une lettre ou d'une activité, la fabrication d'un cerf-volant. Quand on arrive à faire cette passerelle entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe en dehors de l'école, on favorise la réussite scolaire et la réussite éducative en général. Donc lorsqu'on a des zones où il y a des ghettos, ce que tu dis dans le livre, il y a des ghettos, on a des ghettos où il y a des activités scolaires très riches, des activités périscolaires très riches et très variées, qui permettent ce réinvestissement, qui permettent une sensibilisation et qui vont venir donner sens aux apprentissages scolaires. Parce qu'un autre élément, d'autres éléments où on se rend compte que les enfants qui sont en échec scolaire sont souvent en échec scolaire parce qu'ils donnent pas du sens à l'école et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'école. Et quand on n'a pas cette mixité sociale à l'intérieur de l'établissement scolaire et en dehors de l'établissement scolaire où on peut se parler de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que fait ton père, et où tu pars en vacances et qu'est-ce que tu fais, et où on arrive à avoir ces éléments-là qui, du coup, permettent d'ouvrir des horizons, ça va indirectement et même directement
favoriser les apprentissages scolaires. Donc, cette absence de mixité dans l'école et en dehors de l'école sortent de l'école et impactent très directement la question de la réussite scolaire et de ces collèges très ghettoisés. Un autre élément, c'est que il y a aussi la mixité sociale, et c'est bien aussi là dans le titre de cet échange, ce qu'on voulait poser et amener aussi en débat, c'est la question de la pédagogie aussi de la mixité sociale. On sait bien qu'il ne suffit pas de mettre côte à côte des enfants qui sont d'environnements sociaux différents pour faire en sorte que, comme par magie, ça y est, ils se comprennent et ils arrivent à dépasser des stéréotypes. On sait qu'il y a aussi une pédagogie à avoir, et donc du coup, il y a un travail à faire justement, toujours dans cet aller-retour entre le dehors de l'école et l'intérieur de l'école, de permettre, il faut on crée des situations de rencontre où on va lutter contre les stéréotypes, où il y a de la coopération qui va se mettre en place. Il y a aussi une question de la pédagogie. Et concrètement, ça s'incarne comment? Ça va s'incarner par la manière dont un établissement va organiser son collectif. Les cours de récréation, les activités dans un collège, les clubs. Alors moi, quand j'étais plus jeune, il y avait des clubs entre midi et deux, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Oui, on a toujours. Il y avait des clubs et où il y a des activités qui vont faire en sorte que des enfants de classes sociales différentes vont pratiquer une même activité ensemble. Et c'est une activité où ils vont coopérer ensemble et ils vont réussir. Et si en plus les activités qu'on propose, et là il faut bien du coup penser ces activités, réussissent à infirmer des stéréotypes liés aux classes sociales, on arrive justement à se rendre compte, de par son vécu, que ces personnes-là, ah ben non, elles ne sont pas telles que je les pensais, ou telles qu'on me les a racontées, ou telles que je les ai vues dans les médias ou dans les réseaux sociaux, d'un côté et de l'autre. Et donc, il y a besoin aussi de penser une pédagogie de la mixité pour réussir à faire en sorte qu'il y ait une réelle rencontre, parce que sinon, on peut aussi, à l'intérieur d'un même établissement, recréer des sous-groupes qui ne se rencontrent pas, voire qui s'entretiennent entre eux. Donc, il y a aussi cette pédagogie à penser. Alors, on va y revenir de toute façon à cette mise en œuvre. Moi, je voulais juste qu'on revienne à cette, j'allais dire, à ce problème de base. Je pars des nombreux chiffres qui sont dans votre livre, Najat Vallaud-Belkacem, qui sont assez édifiants, puisque on voit que la France est quand même la très mauvais élève de l'OCDE en termes de performance, puisque selon l'enquête PISA 2023, l'écart de performance entre les élèves favorisés et défavorisés est plus fort qu'ailleurs. Par exemple, en maths, entre les plus favorisés et les moins favorisés, on a 113 points d'écart, là où on est sur une moyenne de 93 pour l'ensemble des pays de l'OCDE. On voit que en France, on a seulement 7% d'élèves résilients. Donc les élèves résilients sont les élèves, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais issus de milieux défavorisés et qui vont performer scolairement. Alors, cette question est un peu basique, mais pourquoi on est si nul en France sur la mixité sociale à l'école? Pourquoi on a ces disparités? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à fonctionner bien ensemble? Il y a au moins deux choses à souligner. La première, c'est honnêtement une culture de l'élitisme soi-disant républicain, tout ce qui tourne autour du mythe de la méritocratie, qui quand même alimente beaucoup notre réflexion sur l'école et qui en fait permet à bon compte d'expliquer entre les lignes aux élèves que c'est de leur faute et aux familles que c'est de leur faute s'ils ne réussissent pas. Ce qui est très 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 compliqué ça. Donc c'est une question culturelle, mais il y a aussi j'ai oublié le deuxième point, pardon, j'avais un deuxième point en tête. Mince, je l'ai oublié, ça va me revenir. Mais enfin, voilà. Donc c'est d'abord ça. Et c'était ah oui, pardon. Le deuxième point me revient. Mais pour finir sur le premier, cet élitisme, on le retrouve par exemple dans la coexistence des universités et des grandes écoles. On le retrouve dans une espèce de malthusianisme permanent, dans un certain nombre de discours plutôt à droite, on va dire. Qui vont alimenter Parcoursup, par exemple. Au fond, Parcoursup a été créé en disant les études supérieures, c'est pas fait pour tout le monde. Au lieu d'être dans une logique de démocratisation de l'enseignement supérieur, considérant qu'on est dans une société du savoir où tout individu a vocation à en apprendre le plus possible parce que c'est de ça qu'il aura besoin dans le monde qui est le nôtre, eh bien, on va dire non, on réserve la réussite ou les études supérieures à certains. Donc ça, c'est une question de culture, de schéma mental, qui explique aussi pourquoi est-ce que le diplôme a une telle force dans notre société française. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, à l'âge de 60-65 ans, vous avez encore des gens très haut placés qui vous expliquent ce qu'ils ont eu, quel était leur niveau de classement à l'ENA, ce qu'ils ont eu comme diplôme, etc., qui mettent ça en avant. Donc, en réalité,
on ne retrouve pas cette façon de penser dans tous les pays. Il y a beaucoup de pays, commencez par les États-Unis, par exemple, qui ont d'autres défauts, mais dans lesquels vous vous valorisez tout au long de votre vie et tout ça est pris en considération bien mieux que chez nous. Et la deuxième chose dans notre pays par rapport à d'autres, c'est franchement, c'est le rôle joué par l'enseignement privé. Il ne faut pas sous-estimer la concurrence indue qui est faite par l'enseignement privé à l'enseignement public. À chaque fois qu'on dit ça, on nous répond « Oh là là, vous allez rallumer la guerre scolaire ». Le problème, c'est qu'il faut regarder le problème en face, parce qu'on ne peut pas juste, avec cette phrase de prêt-à-penser, s'interdire toute avancée sur le sujet. Et l'enseignement privé, lorsqu'il joue le rôle que j'évoquais tout à l'heure d'offre d'entre-soi, est un problème en tant que tel, parce que je le disais, ce sont des élèves qui vont vivre entre eux, nourrir l'idée qu'en fait, ils sont meilleurs que les autres grâce à leur propre mérite, alors qu'en fait, juste, ils ont été mis dans une bulle à part. Mais il joue aussi un rôle très délétère sur l'ensemble du système, l'enseignement privé, sur l'ensemble du système, parce que il envoie un signal, y compris aux établissements publics, qui sont à leur tour tentés de jouer le même jeu. Et vous vous retrouvez avec des collèges publics qui vont à leur tour offrir à la bourgeoisie des classes à part, des filières à part, des options à part, pour donner plus en réalité aux enfants de la bourgeoisie qu'aux enfants populaires. Et donc, c'est tout ça qui a créé au fil des années une espèce de système à deux vitesses qui a été banalisé et intériorisé par beaucoup de monde. Donc, je dirais que c'est ça qui fait nos très mauvais résultats dans PISA. Et par exemple, dans le dernier rapport PISA, bon, ça a fait couler de l'encre médiatique comme d'habitude. On a dit « Ah mon Dieu, on est mal classé », mais je comprends pas. À chaque fois, les gens ne vont pas jusqu'au bout de la lecture du rapport pour voir que fondamentalement, en fait, ce que dit le rapport, j'essaye de le résumer en une phrase, c'est que nous sommes pas très bien classés en effet, mais en réalité, ça dépend vraiment de quels élèves nous parlons. Car si nous prenons les élèves bien lotis socialement, tenez-vous bien, on regarde leurs résultats, nous sommes au même niveau que le Japon, la Corée ou la Finlande. Donc les meilleurs des meilleurs de PISA. On est au même niveau. Donc on pourrait se dire, bah, on n'a qu'à regarder que les élèves bien lotis socialement. Sauf que quand on regarde les élèves moins bien lotis socialement, eh bien, on est au niveau du Cambodge ou du Kazakhstan. Donc, en fait, on est dans un pays dans lequel tout dépend. Et en fait, c'est ce tout dépend auquel il faut mettre fin. Et comment est-ce qu'on y met fin? Eh bien, en mélangeant les élèves, en évitant que ne se créent ces deux mondes. Car quand se créent ces deux mondes, on s'habitue à l'idée d'en reléguer certains, de les oublier, de ne pas en faire l'objet central de nos politiques publiques. Alors que si on les mélange, eh bien, on regardera tous les élèves, j'allais dire, avec une juste attention. Alors justement, sur cette idée-là, vraiment, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est une question de moyens, parce que quand on regarde très concrètement les moyens que met l'éducation nationale face à un élève de collège qui en aurait plus et face à un élève qui est en classe préparatoire Cagne-Hippocagne, on est dans un rapport de 1 pour 15. C'est-à-dire que l'élève qui est en classe préparatoire va avoir une distribution de moyens 15 fois supérieure à un élève qui en aurait plus. Donc, c'est bien une distribution de moyens. Si on répartissait de manière plus équitablement ces moyens, et qu'en plus on favorise la mixité sociale, on devrait réussir à bousculer ces équilibres-là. Et après, je pense aussi que ce que ne montre pas cette enquête PISA, parce qu'elle n'est pas centrée du tout là-dessus, c'est ce qu'il va y avoir en dehors de l'école. Parce que moi, je reviens vraiment là-dessus. Dès que l'école s'arrête, la scolarité continue. Il y a ceux qui vont pouvoir avoir de l'aide aux devoirs, il y a ceux où il va y avoir du temps consacré par les parents, par la famille, par n'importe qui pour travailler sur la question de la scolarité. Et il y a ceux où il n'y a pas. Et il y a ceux où il n'y a pas, non pas parce que ce n'est pas voulu, il y a parce que ce n'est pas su, on ne sait pas les codes, on ne connaît pas, et puis même on ne se sent pas légitime pour accompagner de temps en temps son enfant dans ses devoirs. Et donc là, il y a encore quelque chose à corriger dans ce qui se passe en dehors de l'école. Parce qu'en plus, toute chose étant égale par ailleurs, s'il y a bien des élèves qui réussissent et des élèves qui réussissent pas, vu que l'école est censée être à peu près la même pour tout le monde, c'est bien ce qu'il va y avoir en dehors de l'école qui peut venir aussi expliquer un échec scolaire. Donc, il y a ces éléments-là de redistribution de moyens pour essayer de corriger les inégalités. Parce qu'en plus, et après je reviens sur la question de la méthode, des méthodes pédagogiques et de la manière d'organiser sa classe, on sait que les bons élèves, quelles que soient les méthodes qu'on leur donne, ils y arrivent.
qu'on les fasse travailler en petits groupes, en grands groupes, seuls, à distance ou autre. Alors on sait que les élèves qui sont plus en difficulté, ils ont besoin plutôt d'autres types d'accompagnement, un accompagnement plus différencié, de donner plus de sens, d'avoir un peu plus de pratique, etc. Et d'ailleurs le livre le montre, hein, mais plein d'autres travaux ont montré que ce n'est pas vrai que de changer de méthode pour les bons, que les bons deviennent moins bons, parce qu'il y a ce culte toujours de l'élitisme, que si on fait pas travailler de telle et telle manière, les bons vont devenir moins bons. Non, non, c'est pas vrai. Les bons élèves, ils y arrivent, quelle que soit la méthode qu'on leur met en place. Donc il y a vraiment cette volonté politique à mettre en œuvre de redistribution des moyens et de très concrètement comment on fait la classe, comment on travaille les apprentissages, comment on fait du lien entre ce qui se passe en dehors de l'école et dans l'école. C'est une vraie volonté politique. Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-Baptiste, parce que il disait toute chose égale par ailleurs, si ils sont censés avoir la même scolarité, c'est bien ce qui se passe en dehors de l'école qui va faire la réussite ou pas. C'est très juste. Dans le même établissement, hein, pas dans tous les établissements. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire justement, le toute chose égale par ailleurs, malheureusement, n'existe pas. Et en fait, l'un des drames que l'on constate très fort, c'est que dans les établissements qu'on va appeler, pour aller vite, ghettoisés du bas, hein, voilà, eh bien, en fait, il y a un ajustement à la baisse des ambitions scolaires, de l'ensemble du système, pas des élèves à la base, mais évidemment, tout ça imprègne les élèves. C'est-à-dire que c'est des endroits où ce sont les professeurs les plus jeunes qui sont envoyés, où ils sont pas forcément accompagnés, un turnover important. Et donc, un niveau de difficulté sociale des familles, des élèves, etc., qui fait que souvent les professeurs, pour reprendre une formule que m'a dit une professeure récemment, sont pas simplement professeurs, ils sont assistants sociaux en même temps. Et elle a rajouté, parce que ça m'a beaucoup touchée, elle a rajouté, je peux vous dire qu'une fois que vous avez été l'assistante sociale d'un élève, c'est très difficile d'être son professeur. Et je comprends très bien ce qu'elle veut dire par là. Donc, si vous voulez, tout ça conduit à un ajustement à la baisse des ambitions scolaires et donc, in fine, une autocensure intériorisée par les élèves. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que moi, il m'a vraiment frappé, des élèves résilients. Oui, parce que les élèves résilients, en effet, c'est ceux qui, malgré toutes les barrières, contraintes qu'on vient de dire, les ambitions ajustées à la baisse, etc., malgré tout, vont surperformer scolairement. En fait, moi, ça fait des années que je suis cet indicateur et que je me souviens que il était, il y a à peine, je sais pas, quelques années, 3-4 ans, il était de 10%. Lorsque le dernier rapport PISA est sorti et qu'il l'a estimé à 7%, je me suis dit, mais même cet indicateur-là, en fait, c'est pour ça que, pour répondre à votre question sur l'urgence à sortir ce livre, il y a un énorme problème. Il y a un découragement général mais aussi. Il y a une dégradation, sincèrement. Et même empiriquement, je le constate en faisant des interventions dans les établissements scolaires, etc. Le nombre d'élèves dans ces établissements en difficulté qui ont totalement intériorisé que c'est pas possible pour eux est beaucoup plus important que par le passé. Donc c'est très étrange parce que c'est contradictoire avec l'idée que maintenant on a accès à toutes les informations, qu'a priori, voilà, ça devrait ouvrir les horizons, etc. Mais vous savez, l'obésité informationnelle, elle aide pas particulièrement les jeunes. Hein. Il n'y a pas de hiérarchie entre ce qu'ils voient et tout ça. Et donc, du coup, ce qu'il ressort quand même de toutes ces expériences, c'est que on a plutôt une dégradation de cette justice scolaire. Voilà. Donc, il faut agir très vite. Alors justement, y compris juste un chiffre, on a une baisse très significative des départs en centre de vacances et en colo depuis le Covid. Voilà. Et donc, du coup, le passage du Covid a aussi impacté les manières de partir en vacances, d'être en vacances. Mais parce que moins d'argent ou une crainte de laisser son enfant partir en collectivité comment vous l'expliquez? Pourtant, il y a eu quelques éléments intéressants sur des financements des centres de vacances, notamment avec le Pascolo ou le dispositif vacances apprenantes. Et malgré tous ces dispositifs qui n'existaient pas il y a quelques années, on constate quand même une diminution et une dégradation, comme tu le dis, des éléments et d'espaces éducatifs qu'on pourrait investir pour avancer. Et je crois vraiment que cette idée de se dire, de cette résignation, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on regarde les défis écologiques, quand on regarde tous ces éléments-là, il y a une forme de résignation et je crois vraiment c'est vraiment important qu'on ait une volonté politique affirmée de dire oui, on peut s'en sortir. La preuve, on y arrive un peu mieux avant, là il y a une dégradation, donc c'est une volonté, il faut qu'on arrive à mettre autour de la table les acteurs et là où ça marche. Et après, là, on va peut-être en parler, mais des expérimentations marchent dans ce que tu avais mis en place. Vraiment, on se rend compte que ça marche. Et après, il y a une volonté de généraliser. Donc, cette volonté de généraliser, mais elle va réinterroger
la place des positionnements sociaux, ceux qui arrivent. Et là, on est vraiment dans un discours de qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse, qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, qu'est-ce qu'on veut pour l'ensemble de nos concitoyennes, de nos concitoyennes. Alors effectivement, parce que c'est vrai que quand on commence votre livre, Najat Vallaud-Belkacem, on est un peu déprimé, il faut bien le dire. C'est un peu dur cette lecture. Et puis à un moment, effectivement, parce que c'est aussi un livre qui est un peu une sorte de droit d'inventaire. Hein, vous revenez sur votre action gouvernementale et notamment ce programme d'expérimentation qui s'est déroulé en 2016-2017. Alors je suis désolée parce que je vois le temps filer et je vais vous demander un exercice horrible, à savoir, est-ce que vous pensez que vous pouvez résumer assez brièvement en quoi a consisté ce programme d'expérimentation? Oui. Je suis sûr que tu vas y arriver. Mais je mais sais que je peux me le permettre. Non, je vous en prie. Non, très simplement, donc sur ce sujet de l'absence de mixité sociale, moi je fais le constat en 2015, et évidemment ça me tient déjà beaucoup à cœur, je fais le constat que par le passé, les pouvoirs publics, quand ils ont voulu travailler dessus, ont toujours utilisé la même technique et de façon homogène à travers le territoire français. La technique, c'était quoi? C'était le levier de la carte scolaire. En disant, en fonction qu'on était de droite ou qu'on était de gauche, pour la droite, il faut assouplir la carte scolaire pour que les familles puissent choisir plus librement leur établissement, confère Nicolas Sarkozy en 2007. Sauf que la conclusion de ce genre d'expérience, c'était que, du coup, les familles qui pouvaient partir partaient et les établissements se retrouvaient encore plus surségrégés, donc problématique. Soit venant de la gauche, au contraire, il faut rigidifier la carte scolaire, il faut que tout le monde la respecte, pas de contournement possible, etc. Et là aussi, un petit bémol, c'est que pour les familles qui se considéraient parfois un peu prisonnières d'un territoire qui allait mal, considérer que leur enfant aussi est prisonnier de l'établissement scolaire qui va mal, c'est quand même assez dur aussi. Donc en fait, et puis surtout, quand ils agissaient, ces pouvoirs publics, sur ce seul levier de la carte scolaire, ils le faisaient à l'échelle de tout le territoire, sans considérer qu'en fait, on a des villes, on a des zones rurales, c'est pas tout pareil, quoi. Donc moi, ce que je fais en 2015, c'est que je pars du principe qu'on va faire autrement déjà, qu'on va pas partir d'une mesure du haut vers le bas, mais qu'on va partir du bas, en tenant compte de la singularité de chaque territoire et en jouant sur une multitude de leviers et pas seulement la carte scolaire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va façonner une palette de solutions possibles pour faire de la mixité sociale entre collèges. C'était l'étape collège qui m'intéressait parce que c'est là que le plus grand gap existe. Donc là, c'est à ce moment-là que l'évitement commence. Exactement, parce que à l'école primaire, les gens vont encore dans l'école du quartier, etc. C'est au collège qu'on voit vraiment la différenciation. Et donc, du coup, on façonne une palette de solutions. Alors, dans ces solutions, on a des choses basiques, genre fusionner deux collèges qui ne se ressemblaient pas, détruire un collège dans un endroit trop enfermé, près d'un point de deal, etc., et le reconstruire ailleurs dans un territoire plus mixte, redessiner une carte scolaire dans une ville comme ici, en suivant le contour d'une ligne de métro pour mélanger davantage les arrondissements. Enfin, il y a plein de façons d'assurer plus de mixité sociale dans les établissements. Donc, on construit cette palette de solutions. Et puis, je prends mon bâton de pèlerin, je fais un tour de France et je vais voir chaque président de département de France pour le prier avec beaucoup, beaucoup d'insistance de bien vouloir rentrer dans cette expérimentation en lui disant, vous choisirez la solution qui vous va. Nous, ministère, on sera en accompagnement, y compris financier, mais c'est bien de la collectivité que viendra la solution. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, on se retrouve, grosso modo, avec 80 territoires dans lesquels 56 collèges sont concernés, avec des départements qui, chacun, vont choisir leur solution. Et comme ils le font à une échelle locale, ils vont faire suivre ça de grandes réunions publiques, c'est ce qu'on leur avait demandé, avec les familles pour leur annoncer la chose qui va être mise en œuvre, pour entendre les réticences, les lever, répondre aux questions, aménager le projet, etc. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que le projet soit tout bien ficelé et qu'il puisse rentrer en œuvre, donc à partir de la rentrée 2016 et rentrée 2017. C'était sur 2 rentrées que ça s'échelonnait. Et comme tout ça est quand même assez inédit, on se dit on va mettre en place un accompagnement scientifique pour évaluer au fil du temps, même sur plusieurs années, des cohortes d'élèves concernés par ces opérations de mixité. Et comme ça permettra d'avoir une documentation scientifique de ce qui se produit. Donc, en gros, moi, je quitte mes fonctions ensuite au printemps 2017. L'accompagnement scientifique et l'évaluation, elle se poursuit pendant toutes ces années. Et au printemps de l'année dernière, en 2023,
sort enfin la conclusion de cette évaluation scientifique qui est franchement fabuleuse. Et c'est vrai que du coup, on retrouve un peu le sourire dans le livre quand ça Oui, c'est voilà. raconté, parce que, mais c'est invraisemblable, ça répond à toutes les interrogations qui étaient élevées à l'époque, de la part de nos détracteurs en particulier, qui nous disaient... vous allez voir qu'en forçant ainsi la main des familles, en fusionnant deux collèges, etc., vous allez entraîner une surfuite vers le privé. La réponse est non, parce que précisément comme on a fait les choses à l'échelle Il y des a eu territoires, les concertation. réunions publiques, en Haute-Garonne, par exemple, pour prendre l'exemple de Toulouse, où il y a eu un gros projet, eux, la solution qu'ils avaient retenue dans la palette, ça a consisté à détruire deux collèges qui étaient dans un quartier très défavorisé, très mal en point, les collèges repoussoirs, etc. Et à prendre dans le quartier du Mirail, et à prendre les 1400 élèves concernés et à les emmener vers des établissements du centre-ville et à les redistribuer là-bas. Eh bien, il y a eu 40 réunions publiques avec les familles pour construire ce truc-là. Dans ces réunions publiques ont été entendues des choses basiques comme il n'y a pas que les familles riches du centre-ville qui vont potentiellement être gênées, les familles pauvres du Mirail aussi, elles peuvent être inquiètes à l'idée que leur enfant soit amené à traverser des frontières symboliques, aille vers un centre-ville qu'il ne connaît pas, qui lui paraît super loin avec d'autres codes. Alors la réponse qui a été apportée à ça, c'est d'abord on va faire le transport gratuit. Pour aller jusqu'au centre-ville pour ces élèves. Dans les transports en question, les premières semaines de la rentrée, il y aura systématiquement un accompagnant. Enfin, des choses extrêmement basiques qui ont été permises justement par le fait de construire la chose sur un terrain local. À la carte, ouais. Exactement. Et puis nous, pour rester sur cette opération-là, nous, je veux dire ministère de l'Éducation, comme on anticipe le fait que dans les collèges du centre-ville, ça fait une arrivée, un afflux d'élèves nouveaux, diversité sociale, etc., qui risque de rendre encore plus exigeante la tâche des enseignants, eh bien, on met des moyens en enseignants supplémentaires dans ces établissements-là pour qu'on réduise les effectifs par classe et que ce soit un peu moins lourd à gérer. On revoit aussi l'offre pédagogique, c'est ce que vous racontez, exactement. Pour la rendre plus attractive, justement. Absolument. Donc, du coup, quand au printemps 2023, il y a un an, l'évaluation sort, elle montre que, il n'y a pas eu de surfuite vers le privé, contrairement à ce qu'on nous disait. 2, il n'y a pas eu le fameux nivellement vers le bas qui était le principal procès qu'on nous faisait. Les meilleurs élèves ne voient pas leur niveau académique baisser. En revanche, les moins bons des élèves voient leur niveau académique monter grâce à cette mixité. 3, le climat scolaire s'en ressent profondément. Le meilleur exemple de ça, c'est les collèges Berlioz et Croixvox dans le 18e, où une opération de mixité sociale a été mise en place entre les deux, et donc les élèves maintenant sont scolarisés ensemble. Le collège qui allait pas bien, c'était le Berlioz. Berlioz, juste avant que l'expérimentation soit installée, ils avaient une quinzaine d'expulsions d'élèves par an, en moyenne, tous les ans. Des conseils de discipline. Des conseils de discipline. Et bien, à partir de l'expérimentation et donc de la mixité sociale, il n'y a plus eu d'expulsion. Donc, comment on parce que ça a à voir avec le troisième point qui est relevé par l'étude scientifique, qui concerne les compétences psychosociales. C'est-à-dire que dans un monde où vous êtes plus mélangé, où vous avez moins le sentiment d'être en guerre permanente contre une société injuste à votre égard, etc., vous êtes moins en guerre contre l'autorité, et les enseignants ou l'établissement scolaire fait figure d'autorité, d'institution qu'on regarde avec hostilité quand on est dans un établissement ghetto. Dans ce monde de mélange des populations, on développe une meilleure estime de soi. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on découvre de nouveaux horizons en discutant avec les autres élèves de ce que font leurs parents, etc. On perçoit mieux sa place dans la société, ce qu'on est potentiellement en capacité de faire demain. Il y a aussi des notions de coopération. Justement, ces élèves issus de milieux défavorisés s'autorisent aussi plus la réussite parce que il y a des conflits de loyauté, on le sait. Est-ce que du coup cette mixité permet justement de franchir parce qu'on a peur peut-être de faire mieux que ses parents, de les dépasser. Est-ce que la mixité, elle permet aussi à ces élèves-là de passer outre ces difficultés symboliques? Alors ça, j'en suis sûre, et je suis sûre aussi du fait que la mixité, en fait, elle vous permet d'entrer dans une forme de complexité, de cesser de voir le monde en noir ou blanc, de façon binaire, c'est-à-dire de découvrir potentiellement que même des élèves qui vivent dans des conditions sociales favorisées peuvent rencontrer des problèmes familiaux, être plus malheureux à certains égards sur d'autres sujets, etc. Et donc, ça vous repositionne aussi dans la façon dont vous voyez le monde. Vous sortez de ce caractère binaire. Donc,
je pense que les conflits de loyauté, ça rentre là-dedans, quoi. C'est-à-dire que soudain, on est dans un monde dans lequel il ne s'agit pas de se positionner pour la société, pour les institutions, contre ses parents. Aujourd'hui, franchement, beaucoup de choses vous amènent à faire ça quand vous êtes enfant, et en particulier enfant issu de l'immigration, et en particulier de culture musulmane. Beaucoup de choses dans le débat public vous amènent à intérieurement vous positionner. Ils attaquent le foulard de ma mère, etc. C'est que je dois me positionner de ce côté-là parce que sinon je trahis. La mixité, ça vous sort de ça aussi, donc c'est une très bonne question. Donc, je pense vraiment que ce que ces évaluations scientifiques donnent à voir, c'est du positif, en fait, pour tout le monde. Mais je terminerai, parce que vous m'avez dit de faire court, je terminerai juste sur un point qu'a évoqué Jean-Baptiste tout à l'heure, qui est très important. Il ne suffit pas de mettre les élèves, on va dire rapidement, les élèves plus pauvres dans des établissements plus mixtes, pour que, immédiatement, par enchantement, les choses s'arrangent. Il y a une question de pratique pédagogique quand même. Il y a le fait qu'à un moment donné, les enseignants, directeurs d'établissement, etc., sont amenés à gérer une diversité sociale, une diversité de parcours, d'imaginaire, de bandes passantes, et que ça, il faut accepter que ça impacte la pratique pédagogique. Et en comment, effet, alors, en fait par exemple, avec des cours moins magistraux et plus de temps passé à de la personnalisation des apprentissages, avec du temps qui est donné pour du rattrapage ici ou là, des choses comme ça. En fait, une espèce de souplesse sur la façon dont on organise son établissement et ses cours, qui nécessite pas simplement, j'allais dire, des moyens humains, etc. Ça en nécessite, mais qui nécessite aussi de la formation. Et ce dont manquent cruellement les professeurs aujourd'hui dans notre pays, c'est de formation continue. Or, je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. En fait, je donne souvent un chiffre, je ne sais pas pourquoi il n'est pas très connu, mais pourtant il est essentiel. Aujourd'hui, nos professeurs du primaire ont 18 heures de formation continue qui est prévue par les textes par an, 18 heures. Ils sont mieux lotis que ceux du secondaire qui n'ont même pas un chiffre précis inscrit dans un texte. Eh bien, quand on compare cela avec, par exemple, le Japon ou la Finlande, au Japon, les professeurs ont 100 heures de formation continue par an. Donc, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que les professeurs, ils ont besoin d'être formés parce que ça s'improvise pas de gérer des élèves très différents les uns des autres, très différents d'une année sur l'autre, d'une génération sur l'autre. Et donc, c'est pour ça que je pense que la mixité sociale, il faut aussi, le jour où on l'installera vraiment partout, en tirer prétexte pour renforcer la formation continue des enseignants. Ce sera utile à tout le monde. Oui, deux choses là, sur cet élément-là. Le fait d'avoir des groupes sociaux différents et inhabituels, à la fois pour des enseignants et pour les élèves, va faire que il va y avoir une redéfinition des normes sociales à l'intérieur du groupe. Et donc, du coup, là, il y a tout un travail de formation à faire sur comment est-ce qu'on fait évoluer les normes sociales à l'intérieur d'un groupe. Si on est dans un groupe, et ça, on le voit très bien souvent quand il y a des élèves, d'ailleurs, qui déménagent, des élèves qui sont en réussite scolaire en 5e, qui déménagent en 4e et qui arrivent dans un autre groupe scolaire, avec des normes sociales très différentes, on observe une chute des résultats scolaires. Si à l'intérieur du groupe social auquel il appartient, ce qui se joue dans l'informel, c'est le fait d'avoir des bons résultats, on est un fils à papa, on est mis à l'écart, etc. Pour être accepté dans le groupe, on va adopter son comportement pour être accepté dans le groupe. Donc il y a tous ces éléments-là aussi de conduite de classe, de dynamique de classe, qui va permettre de faire évoluer ces normes sociales, les normes sociales, la manière dont on s'habille, dont on se respecte, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, qu'est-ce qu'on a comme représentation des uns des autres. Et ça, c'est un vrai travail. Et il y a plein de travaux qui ont montré qu'une fois qu'on a acquis des normes sociales, en plus, on les garde dans le temps. C'est-à-dire que le travail qu'on va faire à cet instant T dans une classe pour faire évoluer la norme sociale que je vais avoir vis-à-vis de tel ou tel comportement ou de telle ou telle religion, eh ben, elle va rester dans le temps. Donc, c'est des choses qu'on va gagner aussi pour l'avenir. Donc, la mixité sociale, elle pose aussi ces éléments-là. Et puis après, le deuxième point qu'on retient, en tout cas en tant qu'association d'éducation nouvelle et d'éducation populaire, c'est la méthode qui a été prise. D'expérimentation. Et on impose la même chose en bas, on part des territoires, on essaye de voir comment ça se passe, on fait des expérimentations, on l'évalue et après on généralise. Et ça pose la question de l'éducation et du temps long. Et lorsqu'on est dans l'éducation, de fait, c'est le temps long. C'est-à-dire que quelque chose qu'on va mettre en place ici, déjà, il faut 2-3 ans pour le mettre en œuvre, et c'est 4-5 ans après qu'on commence à en voir les effets. Et donc, sauf que les gouvernements sont pas dans le temps long. De mesures, tous les 2-3 ans, un ministre qui arrive, qui change tout de suite quelque chose et qui n'est pas dans une forme de continuité,
ça fait des dégâts terribles dans l'éducation, chez les enseignants, chez les élèves, et on se renferme encore plus sur soi-même, parce que ce qu'on nous avait promis ici, eh ben, ça s'arrête tout de suite. Et donc ça, c'est une catastrophe. Et ça, c'est un peu insoluble. Vis-à-vis de la République. Ben, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on met en place des vraies lois programmatiques qu'on arrive à tenir, et où il y a une forme d'engagement, où on arrive à les tenir sur le long terme. C'est clair, c'est très complexe, mais si on n'arrive pas à travailler ces éléments-là, on n'arrive pas à mettre en place quelque chose sur le long terme. En plus, c'est l'éducation, c'est le meilleur des investissements. Il y a plein d'études qui ont montré qu'un euro investi à un instant T, c'est pratiquement 5 ou 6 euros gagnés 20 ans plus tard. C'est énorme, c'est un investissement énorme. En termes d'accompagnement social, en termes de justice, en termes d'accompagnement judiciaire, etc., c'est énorme. Donc, ce qu'on investirait aujourd'hui, on le gagnerait 5 ou 6 fois 20 ans plus tard. Donc, c'est des investissements d'avenir. On fait bien ces investissements sur les transports en commun, sur l'habitat. Il faut qu'on le fasse aussi sur l'éducation, mais ça doit se travailler, ça doit se penser avec l'ensemble des acteurs éducatifs d'un territoire. Alors, je vois le temps qui file et il va être temps de passer la parole à la salle. Je voulais juste vous soumettre peut-être quelque chose en guise de conclusion avant de faire passer le micro. Je pense à ce que disait souvent Véronique Decker, qui a été directrice d'école à Bobigny, et qui disait, bah voilà, il y a cette fameuse phrase que disent beaucoup de parents, et notamment ceux qui veulent envoyer leur enfant dans le privé, parce qu'ils estiment que le public n'est pas suffisamment terrible, c'est mais moi je veux le mieux pour mon enfant. Et Véronique Decker dit, ben, chaque parent veut le mieux pour son enfant. Est-ce que finalement l'enjeu, c'est pas de se demander quel est le mieux et de réfléchir à un autre mieux qui ne serait pas purement celui des notes? Est-ce qu'en gros, l'enjeu de la mixité scolaire, c'est pas aussi celui de se reposer la question de la réussite? Est-ce que la réussite scolaire, c'est purement des notes, ou est-ce que c'est, comme vous le disiez tout à l'heure, les acquis psychosociaux? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faudrait réinterroger On repart pour 1h30, là. Non, là, c'est la conclusion. Si, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec elle et avec vous. Ça va de soi, en fait. Et je trouve que... Est-ce qu'on n'est pas en train de traverser une période quand même très, très singulière, là, où... plein de difficultés sont désormais paroxystiques. Je pense aux difficultés en matière de santé mentale des jeunes. Est-ce que c'est pas le bon moment de s'interroger sur c'est quoi la réussite de vie d'un jeune, d'un individu, etc. Est-ce que les notes, c'est vraiment le seul sujet qui doit l'emporter Franchement, c'est quand même... pour moi, on est en train de passer à côté de quelque chose de majeur si on ne s'interroge pas aujourd'hui sur le bien-être de nos enfants. Et en plus, ça tient à tellement... pas grand-chose. Et l'exemple que tu viens de donner de quelqu'un qui déménage et qui se retrouve dans un cadre social différent, etc., ça te montre à quel point finalement toutes ces choses-là sont aléatoires. C'est tellement injuste de baser une vie entière sur des expériences qu'on a faites à 15 ans, 14 ans, parce qu'on appartenait à la bonne bande, pas à la bonne bande et tout ça. Donc, je pense qu'il y a à la fois la question de se poser la question de ce qui fait qu'un enfant est bien, tout simplement, que ça en fait un individu en capacité demain de prendre sa place dans le monde et de savoir gérer ce qu'il a à gérer. Mais aussi, comment est-ce que tout au long de la vie, on peut avoir un système de reconnaissance des talents, de valorisation de l'individu, qui ne fasse pas tout peser, et ça fait l'objet d'un chapitre dans notre livre, sur l'école. Parce que l'une des difficultés à laquelle est confrontée l'école aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue quasiment l'exclusive arbitre des élégances. Et ce faisant, d'une certaine façon, on nourrit aussi l'hostilité à l'égard des professeurs, le prof bashing, le fait de contredire leurs avis, leur façon de faire, etc. Quand on a le sentiment que c'est l'école qui va décider de la vie d'un individu. Donc c'est pas normal que seule l'école décide de la vie d'un individu. Donc il faudrait avoir un mécanisme de reconnaissance des talents et, j'allais dire, des mérites aussi différents de la seule école. Et ça pose aussi évidemment la question plus large de est-ce que c'est normal d'avoir de telles inégalités de position sociale en fait dans une société à la fin des fins? Est-ce que les écarts de rémunération flagrants d'une fonction à une autre sont bien justifiés, quoi? Voilà, mais ça nous entraîne vers un truc. Oui. Mais je pense que tu l'as dit, vous l'avez dit dans votre question, c'est la réussite scolaire et la réussite éducative. Et donc, du coup, ça pose la question de c'est quoi l'éducation, et l'école est un élément de l'éducation centrale, essentiel,
le pilier sur lequel il faut qu'on tourne autour, mais pas unique. Et l'école à elle seule, elle peut pas tout. D'ailleurs, tu le dis bien dans ce chapitre-là, dans le livre. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive réellement à faire en sorte aujourd'hui que, la note, on est d'accord, ça fait très longtemps que les mouvements pédagogiques montrent que la note enferme, stigmatise, donne une réputation et que du coup, après, on a du mal à en sortir. En plus, la note, souvent, quand on a une note, on tourne autour de cette note, les 2-3 premières notes qu'un enfant a, pratiquement toute sa scolarité, ça va tourner autour de cet élément-là. Il a réussi ce premier contrôle ou il n'a pas réussi ce premier contrôle, ça va conditionner toute sa réussite scolaire. Et puis en plus, on sait la constante macabre, que quand des enseignants, moi j'étais enseignant aussi et je suis tombé dedans aussi, quand on corrige un certain nombre de copies, on a une très très grande majorité qui a la moyenne, toute petite minorité qui a de très bonnes notes, et une autre minorité, c'est la courbe de Gauss. Donc on sait que le système de notation va créer d'exclusion en tant que tel. Donc oui, il faut repenser ces éléments-là. C'est quoi la réussite scolaire, c'est quoi la réussite éducative? Et après, il y a la question de la réputation des enfants. Alors on peut prendre 2 exemples. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui est en lycée professionnel. On va peut-être en prendre un. Alors on prend l'exemple d'un enfant qui est en lycée professionnel, c'est-à-dire qu'il va avoir des matières dans la discipline qu'il va faire, hôtellerie, restauration, mécanique ou autre, et puis après les cours généraux. Et là, au conseil de classe, moi j'ai souvent travaillé dans des formations dans ce type d'établissement, les professeurs ou de l'enseignement général ou de l'enseignement spécialisé arrivent en disant lui, je vais lui donner des félicitations, vraiment c'est un super élève, et de l'autre côté, non, lui c'est une catastrophe. Et quand ils arrivent, ils parlent du même élève, et les enseignants ont l'impression que c'est pas le même élève. Donc on voit bien qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, on n'a pas la même motivation, on n'a pas le même investissement. Et comment ça c'est valorisé? Parce que c'est valorisé aussi en dehors de l'école. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir tel comportement à l'école va pas avoir le même au club de foot, au centre aéré. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait bouger ces représentations pour que justement on arrive à prendre le meilleur et à faire avancer tous ces enfants? Et donc du coup, c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on repense une réussite éducative globale sur un territoire. Merci beaucoup. Alors on va passer la question à la salle, le micro à la salle pour une petite salve de questions pour ceux qui le souhaiteraient. Ou est-ce que alors c'est toujours la première question qui est la plus compliquée à poser, mais c'est pour ça qu'on dit qu'on passe tout de suite à la deuxième. Tout à fait, bien vu. Voilà. Merci, volontiers. Qui c'est que... Merci. Bon, tout d'abord, merci pour tous ces échanges et merci pour ce livre qui est pour nous source de réflexion dans un mouvement comme le nôtre. Pour un mouvement comme le nôtre, je crois qu'il y a de quoi discuter, réfléchir et prolonger ce moment-là. Je voudrais revenir sur la formation, on l'a évoqué tout à l'heure. Dans votre livre, vous écrivez que si, au fond, 90% des enseignants sont relativement satisfaits, je vais dire relativement, bien que le mot relativement n'est pas écrit dans le livre, mais il me semble qu'il faut relativiser, sont satisfaits de leur formation disciplinaire. Par contre, ils ne sont plus que 40% à être satisfaits de leur formation pédagogique. Et vous évoquez dans la foulée la notion de formation simultanée. Alors peut-être que si vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion-là, je crois qu'on la comprend un peu, mais... merci de développer. Oui, merci à vous. Non, c'est clairement un des sujets des enseignants, c'est l'insuffisante formation pédagogique. Et d'ailleurs, le poids pris par la formation disciplinaire, donc ce faisant, on parle notamment des enseignants du secondaire, donc qui vont se spécialiser pendant leur formation initiale, je sais pas moi, en mathématiques, en physique, etc. Mais la dimension, comment est-ce qu'un élève apprend, comment est-ce que on gère une classe, comment est-ce qu'on gère des situations de crise potentiellement, etc. Elle est très, très, très sous-investie. Donc, ça donne à la fois une espèce de sentiment d'insuffisance ou de mal-être des enseignants. Ça donne aussi, et ça j'avais eu à y faire face quand j'étais ministre, une espèce de survalorisation des disciplines. Rappelez-vous, quand je menais la réforme du collège et que j'essayais notamment de créer des enseignements interdisciplinaires pour croiser les disciplines, un peu dans le sens de ce que je racontais tout à l'heure sur il faut sortir d'un enseignement uniquement magistral, il faut aller vers des choses plus pratiques que les élèves comprennent, etc. Le croisement des disciplines, ça sert justement à faire comprendre des choses qui sinon restent trop théoriques pour les élèves.
eh bien, beaucoup d'enseignants de telle ou telle discipline considéraient que c'était une atteinte faite à leur discipline, à la noblesse de leur discipline, qui n'avait pas à se mélanger avec d'autres, etc. Donc, notre système de formation initiale, en fait, il crée ce genre d'écueil-là. Donc, ce qu'on entend par une formation simultanée, c'est le contraire d'une formation consécutive dans laquelle nous baignons aujourd'hui. Consécutive dans le sens où les enseignants français sont d'abord en formation, j'allais dire études supérieures, dans un cadre très théorique pour apprendre cette question des disciplines, et finalement ne rentrent dans le tas, en quelque sorte, que au moment de commencer à être en classe. Donc, la question pédagogique, elle va se présenter de façon très pratique pour eux quand ils entrent en classe. Alors que simultané, ce que font un certain nombre d'autres pays, c'est vraiment d'avoir une formation initiale dans laquelle vous êtes moitié en classe pour faire votre apprentissage pédagogique et moitié en théorie sur les bancs de l'université. On parlerait d'alternance au CMA. Et cette question de l'interdisciplinarité, c'est essentiel. C'est des grands débats qu'on a. Et d'ailleurs, nous, les CMA, quand on est souvent en débat dans d'autres collectifs, avec des syndicats d'enseignants ou autres, c'est vraiment qu'on se retrouve sur plein d'espaces, mais sur la question de l'interdisciplinarité, au collège spécifiquement, après au lycée, on pourrait encore le penser différemment avec une forme de spécialisation. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se joue de manière très forte sur cette interdisciplinarité, parce que si on était vraiment dans des logiques interdisciplinaires, il ne faut pas annuler les disciplinarités, mais comment est-ce qu'on repense ces disciplines scolaires et comment est-ce qu'on les met en œuvre, obligerait à parler de la classe. Quand on voit souvent que ces heures de vie de classe, souvent mis en avant et rendues obligatoires dans les agendas des élèves au collège par souvent des gouvernements de gauche, on se rend compte que souvent elles sont mises de côté, elles sont placées de 16h à 17h, donc les enfants râlent en disant je pourrais partir à 16h, et donc du coup tout ce travail autour de la classe, la pédagogie, comment est-ce qu'on travaille, c'est souvent mis de côté, et puis souvent éventuellement... En plus, souvent, on prépare le voyage scolaire au mieux. C'est déjà bien si on arrive à faire ça, parce que du coup, on est sur d'autres disciplines. Mais c'est comment est-ce que la manière dont on va organiser le temps scolaire, le temps formel, va obliger de parler pédagogie, de parler de classe, de la manière dont on l'a fait. Bonjour et merci effectivement pour tout ça. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur un collège à Avignon, qu'on connaît bien ici, qui avait fermé, donc hors les murs, et qui avait réparti ses élèves sur les 2 collèges de centre-ville. Et aux freins familiaux que vous évoquiez, il s'en est ajouté d'autres qu'il a fallu renverser. Un, les commerçants du quartier. Il a fallu que le principal aille les voir un à un, parce qu'il y avait une pétition qui circulait en disant on ne veut pas de ces mômes-là dans les murs. Et puis, les enseignants aussi, il ne faut pas le cacher, qui étaient très, très inquiets et qui, même après, se posaient des questions sur, finalement, qu'est-ce qu'ils apportaient à ces mômes-là qui venaient du quartier, je ne me souviens plus comment il s'appelle, le quartier au sud mais ici, les copains le savent sûrement, Saint-Michel de mémoire, enfin, je ne sais plus, bon, peu importe, qui venaient effectivement hors les murs. Donc ça, c'est une première question. Comment on lève les freins aussi, plus globalement, de la société, sur cette question de la mixité. On le voit dans le débat qui a eu lieu en octobre, qui a été amené sur les groupes de niveau, où on repose en fait cette question-là. C'est-à-dire que si on met les meilleurs élèves ensemble, ils s'en sortir. Ce sera quand même plus facile, à la fois pour enseigner et puis pour qu'ils apprennent. Ça, c'est un élément. Et le deuxième, qu'on n'a pas du tout évoqué dans les statistiques internationales, PISA, c'est le lien entre le niveau de rémunération des enseignants et la réussite scolaire des élèves. Les résistances, le fait qu'on puisse les retrouver. Alors, je commente même pas l'histoire des commerçants parce que d'une certaine façon, c'est assez, illustrant, on va dire, d'une culture générale dans la population, en fait, dont ils sont représentatifs, qui est ce que mon co-auteur François Dubé appelait dans un de ses précédents livres la préférence pour l'inégalité. Derrière le triptyque liberté, égalité, fraternité, etc., en vérité, il y a une préférence pour l'inégalité, donc on est bien quand même entre soi. Mais je vais plutôt m'arrêter sur les professeurs, parce que là, pour le coup, on touche à un sujet en plus qui est délicat quand même, qui est gênant. Moi, je choisis, même si vraiment d'avoir été ministre, d'être passé quand même par beaucoup d'établissements scolaires, d'avoir eu beaucoup de débats, etc., d'avoir vu beaucoup d'enseignants, me fait dire que attention à ne pas avoir un biais de perception lorsqu'on parle des professeurs.
les professeurs ne sont pas une espèce à part. Je veux dire, ils sont représentatifs de la population. Et on trouve parmi eux, d'une certaine façon, un peu de tout. Même si je pense qu'il y a une surreprésentation parmi eux de gens très, très attachés au bien commun, parce que sinon on ne ferait pas ce métier. À l'éducabilité des enfants, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose de particulier d'être enseignant. Il n'en reste pas moins qu'il y a aussi parmi eux des gens qui ont du ressentiment pour telle ou telle raison, des gens qui peuvent être amenés à voter Rassemblement national, des gens qui sont pour un élitisme total, des gens... Il y a de tout, ok. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet-là. Finissons simplement en disant qu'ils sont représentatifs de la population française. En revanche, je vous dirais que globalement, j'ai pas envie de leur jeter la pierre à ceux qui, même en étant de bonne volonté, etc., vous expliquent que quand même, il peut y avoir des avantages à avoir des classes plus homogènes, et y compris pourquoi pas des classes de niveau, parce que finalement, avec la 6e 1, on va dire, composée des meilleurs élèves de l'établissement, on a l'assurance de pouvoir un peu se reposer, de pouvoir enseigner dans des conditions plus confortables que quand on est face à la 6e 8, qui, elle, est vraiment, vraiment très fatigante. La pire de tous les temps. La pire de tous les temps. Donc, on peut entendre ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dont on est en train de parler, là, comme solution de politique publique à mettre en œuvre, a vocation justement à ne plus créer ce tiraillement chez les professeurs. De la même façon qu'il a vocation à ne plus créer le tiraillement chez les parents, d'être soit bons citoyens, soit bons parents, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est dans les dysfonctionnements actuels que naissent ces tiraillements pour les parents et pour les enseignants. Et il faut en fait les libérer, les soulager de ces tiraillements-là en créant des conditions tout simplement plus justes dans lesquelles il n'y a pas à choisir entre, vous voyez, forcément envoyer son enfant dans les pires troubles possibles ou être un bon citoyen. Voilà, et même chose pour les professeurs. Je crois aussi que c'est en l'absence de la formation continue que j'évoquais tout à l'heure que les professeurs peuvent être effrayés à l'idée d'avoir cette hétérogénéité des niveaux scolaires. Je me souviens d'une enseignante de français qui m'avait dit un jour moi, j'ai fait l'expérience d'une classe très hétérogène à un moment donné. Je peux vous dire, c'est quelque chose d'être face... C'était une enseignante de lycée, je crois. C'est quelque chose d'être face à une classe dans laquelle certains élèves lisent du Balzac, etc., quand d'autres élèves sont encore à de la littérature jeunesse, tout au mieux. Et donc, en fait, le sujet, il est quand même celui d'abord, comment est-ce que c'est possible que des élèves qui n'en sont qu'à lire de la littérature jeunesse arrivent au lycée? Donc, en fait, quand même, on a eu une série de dysfonctionnements avant. Et puis ensuite, lorsqu'on fait ce constat-là, la souplesse que j'évoquais tout à l'heure pour faire du rattrapage pour ces élèves-là, le fait d'avoir des effectifs moindres pour pouvoir véritablement personnaliser son apprentissage, le fait de savoir sur quel déclic jouer pour éveiller l'appétence ou l'intérêt d'un élève qui a plus de mal. Tout ça, c'est quand même des moyens supplémentaires qui sont réclamés et on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté des profs. C'est pour ça que je dis à nouveau que je comprends la tentation du confort, d'avoir sa classe de fort et sa classe de faible. Et puis la deuxième question que vous posiez, c'était... La corrélation entre la rémunération. La réussite scolaire dans les autres pays. Ah oui. En fait, moi, plus le temps passe, plus je me demande très franchement si l'un de nos problèmes en France, parmi d'autres, c'est pas qu'on a trop d'établissements scolaires. Parce que, en fait, je voyais une analyse un peu approfondie de la différence entre la France et l'Allemagne, dans laquelle, finalement, en fait, quand on met bout à bout le budget qui est consacré à l'éducation en France, je pense que vous l'avez en tête, mais on est sur du 163 milliards d'euros. C'est quand même conséquent comme somme. Je mets bout à bout, évidemment, ce qui vient de l'État, des collectivités locales, etc. 163 milliards, c'est plus que ce que l'Allemagne consacre. Et pourtant, les professeurs allemands sont mieux payés que, comme vous le savez, que les professeurs français. Et donc, quand on regarde, c'est quoi exactement le sujet? Je pense que l'un des sujets, c'est sans doute que notre financement global sert à payer pour notamment une trop grande dispersion des établissements scolaires.
on a de mémoire quelque chose comme 44 000 écoles primaires dans notre pays. On a, à mon sens, surtout après avoir fait ce travail sur la question de la mixité sociale au collège, on a trop de collèges. On a trop de collèges, en fait. À vouloir avoir son petit collège de 400 élèves dans chaque quartier, territoire, etc., en fait, on se crée les conditions de la non-mixité sociale. Je veux dire, au fond, si on en avait moins, mais des collèges de 1000, 1500, eh bien, les élèves s'y mélangeraient plus, provenant de territoires différents. Et on a aujourd'hui, après, il faut penser les mobilités, évidemment, etc., mais je me demande si, en fait, notre budget éducation au sens global est vraiment bien distribué comme il le faudrait. Je suis sûre qu'il y a des marges pour faire les choses différemment, faire des économies à certains endroits. Ce qui ne veut pas dire cesser d'investir dans l'éducation. Je pense aussi que là où on se trompe dans le débat public, c'est quand on croit qu'on peut faire mieux sans y mettre davantage de moyens. Il faut aussi des moyens supplémentaires. Mais les moyens supplémentaires, si on me demandait mon avis, si je devais faire un programme pour la prochaine fois, on va dire, je dirais que ce serait bien les moyens supplémentaires, en plus de la rémunération des enseignants, de penser à les investir aussi dans des choses innovantes. Je vous donne un exemple d'innovation qui, à mon avis, serait très pertinente. C'est que, en fait, je trouve qu'on a atteint le bout du fonctionnement s'agissant des enfants en situation de handicap, tel qu'on fonctionne, ou plutôt tel qu'on dysfonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut pas s'auto-congratuler en disant on a une école accessible pour les enfants en situation de handicap, etc. et vivre, continuer à vivre depuis si longtemps avec un mécanisme de recours à des AESH qui sont des personnels extérieurs, affectés à un élève que les familles vont chercher, qu'elles ont le plus grand mal à avoir, et quand l'AESH est malade, et ben l'élève en question se retrouve en classe mais sans AESH, avec les professeurs qui prennent cette charge-là, alors qu'ils doivent déjà gérer 25 élèves, ils doivent aussi s'occuper de l'enfant en situation de handicap parce que l'AESH n'est pas là, etc. Des AESH totalement précarisés, tout ça ne va plus. Et donc, je pense que l'une des innovations qu'on devrait introduire dans un prochain programme, c'est de dire, en fait, le temps est venu d'internaliser dans l'éducation nationale le corps des accompagnants d'enfants en situation de handicap. Et donc d'anticiper la chose. Nous savons que dans les inscriptions, de la même façon que le ministère veille à ce qu'à chaque rentrée scolaire, bon, il n'y arrive pas toujours, on est bien d'accord, mais il y ait un enseignant dans chaque classe. Mais globalement, nous savons que nous allons accueillir tant d'enfants en situation de handicap. Donc, c'est nous, le ministère de l'Éducation, qui pourvoit à ce besoin d'AESH, qui deviendrait du coup des personnels partie intégrante de l'équipe éducative, donc intégrés dans la réflexion de l'établissement, etc. Et je suis sûre que ça améliorerait tellement de choses. Donc ça, par exemple, ça réclamera des moyens. Mais en même temps, ça les justifie. Et je pense que c'est un peu ce qui me manque dans le débat public éducatif, c'est qu'on ne parle quasiment jamais des nouveautés qu'on pourrait créer. Oui. Et le lien de ces AESH avec le périscolaire, justement, sur l'après-l'école et comment est-ce qu'on arrive à travailler pour pas recréer, et qu'on arriverait à corriger dans l'école et qu'on n'a pas en dehors de l'école. Mais c'était pour rebondir sur la question aussi de ces commerçants qui ont peur de ces élèves qui arriveraient d'un profil sociologique particulier. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. On est vraiment dans cette logique où, vu que la mixité sociale n'existe pas, on ne connaît pas les autres et on est dans des représentations sociales. Et il y a un mécanisme psychique, un biais cognitif très important qui font qu'on a souvent tendance à considérer les membres de son groupe d'appartenance comme très différents les uns des autres. Par exemple, on a plusieurs identités sociales. On peut être athée, catho, musulman, homme, femme, parent, élève, professeur. Et le groupe auquel on appartient, dans lequel on sait qu'on est tous très différents les uns des autres parce qu'on se côtoie et on voit bien qu'on est tous très différents les uns des autres. Et on va avoir un mécanisme, un biais cognitif qui fait qu'on va avoir tendance à homogénéiser les groupes auxquels on n'appartient pas. Et donc, tant qu'on ne va pas les rencontrer, ces groupes auxquels on n'appartient pas, justement, on les stéréotypise et on met de la distance. Donc, tant que justement, on ne crée pas ces espaces de collectivité où on mixe ces groupes-là, on ne va faire que considérer que nous, notre groupe, on est bien tous différents les uns des autres et c'est nous qu'on doit favoriser parce que les autres, ils sont tous pareils. Donc, c'est bien parce qu'on va créer ces espaces de mixité que, sur le long terme, on va y arriver. Parce que là, on ne les crée pas parce qu'on a peur des autres, mais tant qu'on ne se rencontre pas, on continuera d'avoir peur des autres. Donc, il faut qu'on sorte de ce marasme et qu'on arrive réellement à créer tous ces espaces de mixité. C'est intéressant, pardon. Alors, attendez, là, à un moment, il va falloir que je sonne la fin de la récré sans vouloir... D'autant qu'il y a une question. Ok, bon, c'est pas grave, je dirai plus tard. Ouais, allez-y.
Les ministres, merci pour votre présentation de livre qui donne vraiment envie de le lire. Revenir sur une question. À plusieurs, nous sommes intervenus dans des collèges, une vingtaine de classes de quatrième, sur des problèmes de racisme, dans des collèges où il y avait très peu de mixité scolaire. Et ce qui nous a vraiment interpellés, c'est les problèmes qui montrent que la croyance prend le devant sur les savoirs. Par exemple, notamment en parlant de ces problèmes de racisme, l'origine humaine darwinienne est contestée par la grande majorité des collégiens. Et donc, une des questions, et ça, bon, on le savait plus ou moins, mais ça devient dans certaines classes, c'est 70 à 90% des élèves qui refusent ça et qui disent ben oui, il y a dans les élèves, etc. etc. Et ma question est, mais comment pouvoir aider nos enseignants de français, de SVT, d'histoire géo, à les aider à continuer à développer des savoirs au niveau d'école, parce qu'ils sont vraiment en grande difficulté vis-à-vis de ces publics-là. Alors la question est délicate. Malgré tout, je vous remercie de la poser en dernier, parce que je vais vous demander de faire une réponse un peu synthétique du coup, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Oui, j'ai eu évidemment aussi beaucoup de témoignages sur ces sujets-là, la relation entre le savoir et les croyances. Je pense vraiment qu'en fait, tout ça a à voir avec ce dont on parle depuis le début de cette conférence, c'est-à-dire que dans un système qu'on décrivait comme étant si ghettoisé, si ségrégué, etc., il n'est pas très étonnant de voir les individus qui se sentent stigmatisés mettre en avant les stigmates de leurs différences. Vraiment, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, ils vont les mettre en avant par provocation. Puis alors, quand on est adolescent, je ne sais pas si vous avez des ados, j'en ai, la provocation, on connaît de toute façon. Donc, vraiment, si vous ajoutez cet esprit adolescent et puis ce sentiment de stigmatisation, oui, vous allez aller chercher tout ce qui va vous permettre de vous différencier encore plus des autres, puisque vous cherchez à ce point à m'exclure. Donc, ça passe par la religion à outrance, ça passe par des tenues vestimentaires, ça passe par une remise en cause des sciences. Donc, je pense vraiment que la seule solution à ça, on peut dire il faut sévir, il faut, etc., l'uniforme et tout. Non, mais la seule solution à ça, c'est justement ce que disait Jean-Baptiste et sur lequel je voulais intervenir tout à l'heure. C'est que, en fait, dans le mélange, on apprend la complexité et on sort des caricatures. Et je voulais intervenir en lui disant, ça me rappelle une expérience que j'ai faite à un moment donné. C'était incroyable. Enfin, plus exactement, j'ai assisté à l'expérience. C'est-à-dire que, en fait, on montre à l'écran, disons à des Européens, on montre à l'écran une série de 8 visages africains. Alors pour la petite histoire, les 8 visages, il y en a un qui vient du Mali, il y en a un qui vient du Congo, etc., etc. Donc vraiment. Et donc on les laisse regarder, puis ensuite on éteint l'écran, et puis ensuite on les remontre en leur disant est-ce que c'est celui-là qui était en premier? Et en fait, les Européens en question les confondent tous. Dans leur tête, c'est tous les mêmes. Grosso modo, ils sont noirs, c'est tous les mêmes. Et donc, on ressort de cette expérience en se disant, oh là là, mais ce racisme quand même, de pas réussir à voir la singularité des individus. Sauf que après, l'expérience est faite avec, de mémoire, des Asiatiques à qui on montre des visages d'Européens. Et en fait, de façon très surprenante, c'est exactement la même chose. C'est que c'est une masse. Ils sont incapables, même sur la couleur des cheveux, c'était vraiment fascinant. Genre une blonde, une brune, pour eux, ils les confondent, quoi. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en effet, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne fréquente pas, etc., ce qui ne nous est pas familier, eh ben, on le tient tellement à distance qu'on refuse d'en voir la complexité, la singularité, et donc on tombe très vite dans la caricature. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'étonner que, outre l'esprit de provocation, de mettre en avant ces stigmates, les stigmates de sa différence, etc., il y ait aussi, de la part des gamins dont vous parlez, une espèce de vision très caricaturale de notre société, de l'élite, entre guillemets, qui leur parle et tout ça. Qui accroît en permanence son hostilité à l'égard de cette société et de cette élite et des autres. Donc, je pense vraiment que la mixité sociale à l'école et dans les lieux d'éducation populaire, en fait, c'est de salubrité publique, sincèrement, parce que sinon on va vers une société de la guerre, quoi. C'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup.
Et sur cette question, vraiment, là, ce qui était dit par Gilles à l'instant, cette question de je sais, je crois et je pense, c'est des choses de nature complètement différente. Et souvent, quand on est enfant, quand on est dans un cursus d'apprentissage, on dit je sais alors que je crois, on dit je crois alors que je pense, et en fait on dit quelque chose et c'est un des trois et on confond tout ça. Et cette question-là, elle s'apprend aussi beaucoup dans la pratique d'activité. Ben tiens, ça, des activités, quand on est en colo, on fait une balade dans la nature avec des enfants, puis on prend des objets, on dit ça flotte pas. Et puis on ramasse des objets, et puis on va se poser des questions, mais pourquoi ça flotte, etc. Et cette logique de raisonnement hypothético-déductif, ça s'invente pas. Et c'est bien aussi en dehors de l'école qu'on va réussir à faire en sorte d'acquérir des mécanismes de réflexion autour de je crois, je sais, je pense, qui va faire, parce qu'on a le droit de croire, on a le droit de penser, et on a le droit de savoir aussi. Et puis de temps en temps, on a le droit de savoir et de pas complètement être d'accord avec, parce que ça nous pose question, mais en tout cas, la nature même de ces éléments-là, on doit l'avoir. Et encore une nouvelle fois, on a besoin de confronter de la mixité sociale, mais aussi de la mixité d'espace et de la mixité d'aventure sociale et expérimentale au niveau de l'éducation dans sa globalité. Et c'est bien comme ça qu'on va y arriver pour réussir à créer de la cohésion, de l'aventure et de se sentir appartenir à une communauté avec un destin commun, et non pas dans des petits groupes où on va se redéfinir ses propres caractéristiques sociales qu'on va valoriser, qui sont liées à des stigmates, et qui vont faire qu'on va se différencier au lieu de se rapprocher. Alors de votre dernière phrase, je vais retenir on va y arriver, hein, plein d'espoir. On va finir là-dessus. Merci beaucoup Jean-Baptiste Clérico, merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Donc pour rappel, le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme que vous avez écrit avec François Dubay, est paru au Seuil dans la collection La République des idées. Vous êtes également en interview dans VEN qui est paru ce trimestre, et vous pouvez retrouver ce débat sur les chaînes Peertube et YouTube des CMEA. Merci beaucoup de votre attention. Et à bientôt.